c'est pas possible, il faut que je le suive, ce mec. J'ai dit à mon époux, je vais mettre sur TikTok, je vais suivre ce mec-là, parce que c'est impossible qu'un noir puisse prononcer un nom comme ça, quoi. Voilà. Pour ceux qui connaissent Ozarsip Mamoussa, on va dire c'est Moïse, entre guillemets, bref. Donc, du coup, je suis pas encore kémite, mais j'apprends à l'être. Là, j'ai acheté un bouquin de Bong Basong, la méthodologie de la philosophie africaine. Il est très très dur à lire. Je prends du temps, avec mon stabilo boss, je lis tout doucement, c'est très compliqué à lire. Je me suis rendu compte que nos philosophes africains sont vraiment vraiment très pertinents. Moi qui n'avais pas l'habitude de lire des philosophes africains, je suis allé chiner des bouquins dans les librairies, j'en ai trouvé 3, donc je suis en train de les lire tout doucement. Et donc les gars, sans vouloir cirer les pompes de Médusa, les gars, franchement, ce mec-là, il a vraiment, vraiment des connaissances. Il faut aller vérifier ce qu'il dit si vous avez un doute. Je vous promets qu'il a vraiment une connaissance. On a de la chance d'avoir un gars comme ça dans la communauté noire. Voilà. Et là, du coup, je vais passer à ma question. Je voudrais que tu me donnes, que tu me définisses, je ne vais pas te faire répéter hein, forcément, que tu me définisses la kémitude, enfin, c'est quoi être kémite, mais des manières pitch elevator. Pitch elevator, c'est, j'explique pour ceux qui ont oublié. C'est, imaginez vous êtes dans un ascenseur, tu es avec quelqu'un dans un ascenseur, vous montez au 10e étage, tu appuies sur l'ascenseur et tu as 10 étages pour lui expliquer ce que tu fais comme travail. Donc c'est ça en fait. Moi j'ai besoin d'avoir des images comme ça pour pouvoir peut-être l'expliquer aussi aux gens, pour pouvoir me le redire à moi-même. Donc si tu peux me donner Vous pouvez aller avec votre question, s'il vous plaît, Moïse. C'est ça la question. Si tu peux me donner c'est quoi être kémite en pitch elevator, ça c'est la première question, et me donner la différence entre, j'entends en ce moment les kémitismes et la kémitude. Et troisième question, est-ce qu'il peut me donner des conseils pour la lecture rapide? Voilà. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et puis merci à lui. Tu vois, avant que... Imagine un noir, à l'époque, des rois africains, ils avaient des grands États, des grandes civilisations, où ils avaient construit le Monomotapa, ils avaient construit l'Égypte antique, des grandes villes au Soudan, des grandes villes dans le Zimbabwe actuel où on retrouve des murs de 22 mètres, dans le Bénin, ainsi de suite, dans le Congo, où ils avaient des grandes civilisations, il y avait des pièces de monnaie, ils savaient extraire l'or, ils faisaient toutes ces choses-là. Ils avaient un système économique, un système politique, un système social. Ces personnes-là, il n'y avait pas de christianisme, il n'y avait pas d'islam, il n'y avait rien. Quel était l'état d'esprit de ce mec-là à l'époque? Cet ancêtre africain qui construisait des villes, qui dirigeait la politique, c'était quoi son état d'esprit? C'était quoi sa culture? C'est ça un kémite, en gros. Voilà une image, en peu de mots, voici ce que c'est qu'un kémite. L'état d'esprit, la kémitude, c'est l'état d'esprit de ce type, cet Africain-là, qui est dans son propre paradigme culturel. Ce type-là ne connaissait pas la culture des Chinois, enfin, il n'était pas dans la culture, dans le paradigme culturel chinois, arabe, il était dans sa propre il pratiquait sa spiritualité. Il avait son propre système économique, son propre système politique, son propre système social, il avait son propre système de valeurs. Il définissait ce qui est bien et mal en fonction de lui. L'état d'esprit de ce mec, c'est lui qu'on appelle le kémite. C'est lui. Plus tard, quand ce type-là, on viendra lui apporter le christianisme, l'islam, ainsi de suite, eh bien ce type cessera d'avoir l'état d'esprit qu'il avait. Désormais, son système politique, ce sera le système des autres. Son système économique, c'est celui qui a été imposé chez lui. Son système de valeurs deviendra celui que les autres viennent imposer à travers la religion. Son système spirituel, il va abandonner toute sa spiritualité, il va abandonner ses dieux pour prendre les dieux des autres. Il va abandonner, c'est ça qu'on appelle l'aliénation. Le kémite, c'est celui d'avant. Ce que nous voulons, demander à un Africain d'être kémite, de redevenir kémite, c'est de revenir à cet état d'esprit. Mais revenir à cet état d'esprit, ça ne veut pas dire que tu dois t'habiller comme les gens s'habillaient à l'époque. Tu dois... non, non, non. Ça veut dire reprendre cet état d'esprit, ce paradigme. C'est ce qu'on appelle un paradigme culturel. Reprendre ce paradigme culturel et évoluer, l'adapter aux exigences de la modernité. Le retour en source n'est pas le fait de s'enfermer. Il existe un mouvement aujourd'hui qui a pour objectif, justement, d'aider, d'apprendre l'Africain son histoire. Pas? Et en apprenant son histoire, l'Africain va réavoir cette conscience qu'avait l'Africain de l'époque. Cet état d'esprit, c'est ça qu'il va se réapproprier. Et la deuxième chose, c'est qu'entre-temps, beaucoup d'intellectuels kémites, qui eux avaient déjà fait ce travail
de se réapproprier cet état d'esprit, ils ont développé tout un corpus de connaissances dans la science, dans l'histoire, dans l'anthropologie, dans l'archéologie, dans plein de domaines dans lesquels ils ont fait des avancées, n'est-ce pas? Ils ont écrit des livres de philosophie, d'histoire, ainsi de suite, de littérature, dans lesquels ils ont expliqué, ils ont rétabli la véritable histoire des Africains et dans lequel ils ont fait un certain nombre de propositions économiques, politiques, culturelles, sociales, juridiques, diplomatiques, dans tous les domaines scientifiques et techniques. Ils ont fait des propositions sur comment l'Afrique doit se développer. L'ensemble de toutes ces propositions-là, combinées à toutes les connaissances qu'il y a dans notre culture, vous les mélangez, il y a un mouvement qui a pour objectif de répandre toutes ces connaissances, de défendre, n'est-ce pas, tous les intérêts des peuples noirs et d'appliquer tous ces éléments-là pour atteindre ce qu'on appelle la renaissance africaine. Donc, répandre, défendre et mettre en pratique toutes les connaissances et tout le corpus de connaissances afrocentrées, toutes les propositions faites par les afrocentrés pour atteindre un truc qu'on appelle la renaissance africaine. La renaissance africaine, c'est l'état dans lequel l'Afrique va renaître, la puissance africaine va renaître de ses cendres, où l'Afrique redeviendra puissante, elle redeviendra grande, elle redeviendra rayonnante parce que pendant 250 000 ans, nous avons dominé le monde. Nous avons été à l'apogée absolu. Nous avons subi une petite chute pendant quelques siècles, mais ce n'est pas une fatalité. Et en tant que tel, nous avons réussi à survivre. Maintenant, il faut que notre culture, notre civilisation aussi survive. Et le but d'un kémite, c'est ça. Voilà en quelques mots l'objectif de ce que c'est qu'un kémite. Ta deuxième question, c'est les tips de lecture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, peut-être te donner essaye de chercher des chronologies. Moi, par exemple, ça m'a beaucoup aidé, les chronologies. Pour apprendre l'histoire très vite, j'utilisais des chronologies à l'époque. Ça m'aidait. Dans mon cerveau, je me faisais un schéma. J'aurais du mal à l'expliquer, ça se représente uniquement dans ma tête. En fait, je me fais un schéma, comme une frise chronologique dans mon cerveau. Et je place des éléments dans cette frise-là. Ça ressemble un peu à des rails. Je ne sais pas, c'est difficile à expliquer. C'est comme une ville longue comme ça, avec des rails sur laquelle il y a des checkpoints. C'est comme ça dans mon esprit. Ça a des formes, des fois c'est allongé, des fois c'est horizontal, des fois c'est vertical pour certains peuples, des fois ça encore, il y a des formes bizarres, mais c'est comme ça que je me représente. J'ai des schémas mentaux pour placer un élément quelque part. Donc quand je pense à un élément, automatiquement dans mon cerveau, il se place sur un truc imaginaire que je me suis représenté dans le cerveau, comme ça, comme des espèces de balises. Et donc, je place les dates là-bas. Comme ça, si je pense à un peuple en particulier, l'image, le schéma là apparaît, et un événement, je sais à peu près où est-ce que je l'avais placé sur les rails que je me suis représenté dans le cerveau en quelque sorte là. Donc, je les mets là-bas, je les place dans ces espèces de frises là. Donc, ça peut t'aider de te représenter. Place toujours chaque événement historique sur une frise chronologique. Aie l'habitude de te représenter des frises. Prends une règle, trace sur un papier, mets un événement là, et tu vois les années, comment ça avance, ça avance. Tu vas voir que tu auras une mémoire qui va commencer à se structurer et qui pourra garder les choses pendant longtemps. Comme ça, dès que tu vas parler de l'histoire d'un pays, pour toi, même si tu ne peux pas te souvenir de tous les détails mot pour mot, mais au moins les événements marquants d'année en année, ça crée qu'une forme d'évolution. Depuis telle année, 1900 ceci, il y a ceci, 1900 ça, il y a ça, 1900 ça, 1900 après, allez, jusqu'à ce que ça se termine. Vous faites ça sur l'histoire d'un pays, vous revoyez ça, tu peux même afficher ça quelque part sur ton mur, n'est-ce pas? Tous les jours, quand tu rentres dans ta chambre, tu regardes ça, ou quand tu sors, tu regardes ça à chaque fois. Quand tu as bien mémorisé tout ça, et puis tu peux arracher, passer à autre chose, tu vas voir que ça peut faire. Et tu peux faire une fois. J'avais fait ça quand j'étais, je ne sais pas si c'était au lycée. J'avais fait toute ma chambre de A jusqu'à... J'avais fait une énorme frise. Je voulais représenter la frise qu'il y avait dans mon cerveau. J'ai collé des papiers bout à bout, et j'ai dessiné une énorme frise qui faisait tout le pourtour de la chambre pour l'histoire de l'humanité. Je voulais représenter l'histoire de l'humanité avec tous les points les plus essentiels. J'ai mis. Et tous les jours, quand je rentrais dans ma chambre, tous les jours, je revoyais toute une partie. Et quand j'apprenais de nouvelles choses dans l'histoire, je venais les placer dans un coin sur une frise. Si un jeune qui m'écoute fait ça, tu seras dangereux en histoire. Tu seras dangereux.
tu seras très, très dangereux. Parce que tu peux placer chaque événement dessus, chaque événement dessus, chaque événement. Et ça va être dingue. Chaque événement, chaque événement. Et à force de regarder ça tous les jours et de revenir continuellement sur ça, tu vas, tu vas forcément mémoriser ça. Très l'autre là. Donc c'est quelque chose qui peut beaucoup aider, notamment. L'autre truc aussi, c'est que vous avez l'avantage, beaucoup de personnes ont l'avantage aujourd'hui. Moi, il y a un truc que je regrette. J'ai beaucoup lu des livres inutiles. J'ai lu tellement de livres inutiles qu'aujourd'hui encore, quand je m'assois, je me dis, c'est pas possible, quoi. J'ai lu des livres inutiles parce que, tu sais, je regrette vraiment un truc incroyable. Si seulement on pouvait revenir dans le temps. J'avais une soif de connaissances qui était difficile à éteindre. Je lisais tout ce qui me tombait dessus. Si seulement il y avait un type à côté pour me dire, petit, tu vois là le livre là, lis ça. C'est le livre de Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce que je connaissais même Cheikh Anta Diop? Donc, je lisais tout, mais je lisais les livres des Blancs, même les livres des Palomino Morero, des écrivains espagnols, sud-américains, des écrivains chinois. Je lisais tout. Je lisais tout, mais je n'avais pas beaucoup de connaissances dans l'afro. Je ne connaissais même pas l'afrocentricité en tant que tel. Donc, j'étais un excellent aliéné académique. C'est-à-dire, je pouvais expliquer à un Français de son histoire. Lui-même, il est étonné. Waouh, mais tu connais ça comment? Tu parles avec un Allemand, tu expliques à l'Allemand l'histoire de toutes les chancelleries, de toute l'histoire de l'Allemagne, depuis les Germains, les peuples germains de l'époque. Ben ouais, c'est incroyable, ça. Tu expliques aux Celtes eux-mêmes, à l'époque où ils étaient vikings, aux Celtes, à l'époque où il y avait des ancêtres celtes et des ancêtres vikings, aux Norvégiens, tu leur expliques l'époque des vikings et tout. Ah bah ouais, quand même. Mais tu ne connais pas ton histoire. Et c'est quand j'ai lu le livre « Histoire de l'Afrique noire » de Joseph Kizerbo, mon cerveau a fait « Hein? Comment ?» Pour la première fois, ma connaissance était déjà au-dessus de la moyenne à peu près. Tout le monde dit « Ah, mais toi, tu as beaucoup de connaissances, tu as beaucoup de connaissances. » Mais pour la première fois, j'ai été complexé de moi-même parce que je lis un livre, je me rends compte que je ne connais pas, que je suis ignorant. Ça m'a vexé. Alors, imagine si ce n'était pas un livre qui m'avait fait comprendre ça. Imagine si c'était quelqu'un sur un live TikTok qui me parlait d'histoire de l'Afrique et qui, en l'écoutant, je me sentais vexé de me rendre compte que toute l'aliénation, toute la connaissance que j'ai en histoire, en fait, je ne connais même pas l'histoire de l'Afrique. J'allais détester peut-être cette personne. Et bien, c'est ce que les gens ressentent parfois quand ils nous écoutent, non? Donc, je me suis dit, mais je ne connais pas. Je ne connaissais l'histoire de l'Afrique que depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je suis reparti, n'est-ce pas? J'ai refait toutes les frises chronologiques que je mettais dans ma chambre, tout ça là. C'est sur l'histoire que les autres racontaient. Donc, j'ai dû refaire toutes mes connaissances. Et quand plus je lisais les livres des intellectuels africains, ils faisaient la contre-histoire. Plus j'apprenais qu'il y avait beaucoup d'idéologie dans l'histoire. C'est-à-dire que beaucoup de choses ont été écrites. C'est pas comme ça en réalité. Donc, il faut faire mise à jour complète, revoir toutes tes connaissances. C'est un travail énorme que beaucoup choisissent de ne pas faire. Se disent, je préfère garder mes illusions telles que c'est, mais s'il faut réapprendre tout ce que j'ai appris, c'est trop difficile. Les gens préfèrent rester dans leur zone de confort mental. Mais j'ai préféré sortir de cette zone de confort mental, n'est-ce pas? Et tu peux bloquer le petit qui s'appelle... non, Nick Wez ou Nick Wez. Nick, je vais voir. Sinon, Armstrong, c'est fait depuis. C'est un petit idiot qui suit le groupe des fétiches de guerre, des idiots de TikTok. C'est quoi son nom? Nick Wez, oui, je l'ai vu. Il faut le bloquer. On va l'aider à aller se faire foutre ailleurs. Il a besoin de dormir un peu. Il faut l'envoyer balader loin. Plus personne ne les calcule. Ils viennent, ils écoutent, ils apprennent la connaissance, n'est-ce pas? Et après, ils iront redire tout ce que je dis ailleurs sans dire, n'est-ce pas? Et tout en insultant Médusa. Ils insultent quelqu'un, mais après, c'est quand même lui qui m'a appris de tout ça. Pourquoi insulter les gens n'importe comment? Ce sont des petits cons qui ont encore du caca dans les caleçons qui viennent insulter les gens qui ont plus de connaissances que lui. Donc, tu vois un peu, Moïse, il y a beaucoup de tips comme ça pour apprendre des choses beaucoup plus vite. Et quand je lis, par exemple, un livre, il faut avoir faut toujours noter ce que tu lis.
des notes à côté, tu prends des notes, tac, 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 tu notes des choses, tu fais comme des frises. Aussi quand tu lis un livre. Quand tu lis un livre d'histoire, si tu veux vraiment pas que ça te fais la même technique avec des frises. À côté, tu annotes, tu annotes, tu annotes. Il y a des fois où quand je lis un livre, si une idée me vient, m'apparaît, je mets pause, je prends un papier, j'écris toute l'idée que je développe, tout ça. Parce il peut y arriver que je lis un livre et l'auteur me met sur la piste de quelque chose, évoque un truc, mais l'auteur n'a pas continué ça. Il est passé à autre chose. Moi, je continue automatiquement l'idée jusqu'à, ça peut même me pousser à développer plein d'idées que l'auteur n'y avait même peut-être pas pensé. Ainsi de suite. Et quand tu lis des livres, il ne faut pas faire une lecture littérale et littéraire. Il faut faire une lecture méthodique et scientifique. On ne lit pas un livre, on dit un livre. On étudie. C'est-à-dire, à chaque fois, prends ton temps, mets une pause. Tu as vu une phrase, tu n'as pas... Ça t'a donné quelques indices, mets pause. Je partais... Il y a des fois où certains livres, j'ai eu tellement du mal à les terminer. Et surtout que je suis un peu perfectionniste dans ma façon d'être. Quand je lis un livre, je m'arrête un peu, je vois, on a dit le nom. Selon un tel. C'est qui un tel en question d'abord? Attends, pause. Je pars, je cherche un tel. J'ouvre, je vérifie. Ah, ok, d'accord, il a fait quels travaux? Voici sa vie, sa biographie. Il a fait ceci, ceci. Ah, ok, donc je commence à connaître le personnage. Il a fait quel genre de travaux? Ah, ok, il a travaillé dans ce domaine-là, tout ça. Il a écrit tel livre, tout ça, là, voilà, voilà. Et quand je reviens sur le livre, je vois un tel a développé telle idée. Je vois que, tiens, attends, je vais aller voir. Dans quel livre? Dans tel livre. Je pars d'abord acheter le livre d'un tel en question. Je vérifie, je lis un petit peu pour comprendre tout ça là. Ou alors tu pars vérifier les notes. Tu vérifies, tu lis, tu as fini, tu reviens. Ok, tu as mieux compris. Tu veux pas. Une fois, j'avais décidé de faire ça. Par contre, il y a un livre qui m'avait épuisé complètement sur ça. Tellement de références. Tu pars, tu reviens. Tu pars. Cheikh Anta Diop aussi m'a fatigué. Hein? Cheikh Anta Diop aussi m'a fatigué. Le mec a trop de références dans ses livres. Quand tu lis le livre de Cheikh Anta, c'est un savant, le mec. Il m'a fatigué, vieux. Tu lis, il te donne la référence. Tu mets d'abord pause. Tu pars chercher, c'était qui le gars en question? Il a fait ces travaux-là comment? De quoi voulait-il parler? Des fois, tu pars lire tout un livre de gars en question. Oh, que tu as fini de lire le livre pour comprendre uniquement ce que Cheikh Anta Diop voulait dire au niveau de ce petit paragraphe-là. Tu reviens maintenant dans le petit paragraphe et tu continues la lecture alors que tu as fini de lire tout un livre. Tu reviens et tu continues. À peine tu penses t'en sortir, tu tombes encore sur un nouveau concept que tu ne connais pas. Tout ça là, mais de quoi il parle, tout ça là? Tu repars encore faire des recherches. Alors, tu parles en égyptologie, ah ok, depuis tel 1900, tout ça là, on a étudié tout ça là, bien depuis voilà, ok, alors, il parle de cosmogonie, surtout si tu ne connais pas la cosmogonie égyptienne, tu mets pause, c'est quoi la cosmogonie égyptienne, tout ça là, tu ne comprends pas trop, tu pars d'abord acheter un livre qui te parle de cosmogonie égyptienne, tu commences à apprendre vraiment ce que les Égyptiens pensaient, leur système spirituel, ok, d'accord, là maintenant tu peux comprendre ce que Diop voulait dire par là, et puis tu reviens encore. Hein? Vous ne voyez pas mon livre Nation d'agriculture à tel point il est bousillé, ou bien les autres livres de Diop que j'ai là qui sont bousillés parce que trop de références. Mais c'est bien, quand vous faites ça à la fin du livre, tu as tellement beaucoup de connaissances que c'est ça qu'on appelle une lecture scientifique et méthodique, plutôt que de faire des lectures littérales et littéraires. Il y a des personnes qui pensent contredire les kémites, mais ils ne font que des lectures littérales et littéraires. Même quand ces gens-là ont fait semblant de lire, d'abord ils lisent même pas les Diop en question, ils prennent juste des livres et puis ils essaient de surligner quelques passages. Donc c'est dur de débattre avec des personnes qui font que des surligner des lignes. Et quand bien même ils ont lu un livre, ils n'ont rien compris parce que ils n'ont pas beaucoup de l'autre là. Tu vois un peu beaucoup de références, de connaissances. Mais au moins quand j'ai lu les livres de Diop et tout le reste, le côté positif que j'avais en étant aliéné, en maîtrisant toute l'histoire, les connaissances des autres, c'est que quand j'ai lu les livres des gens comme les Cheikh Anta Diop et les autres, je les ai mieux compris parce que j'avais déjà beaucoup de références dans la tête, beaucoup de trucs que je connaissais qui venaient justement de cet état d'aliénation où j'avais beaucoup de mes aliénations académiques. J'ai bien vite compris les livres de Obenga et tous les autres. Oh, ok, donc à chaque fois, je dis, ah ok, il y a même des trucs, ah donc ça là que je comprenais pas, donc c'est comme ça, donc. Ça te permet de progresser beaucoup plus rapidement parce que tu connais déjà la plupart des concepts qui sont développés. Et ça, c'est vraiment truc. Il y a aussi un autre truc, Moïse, que tu peux faire. Il m'arrivait aussi à l'époque d'aller, de lire, je me disais par exemple, bon, je veux connaître le droit. Je pars, je cherche un livre de droit. Introduction ici. Quel est le livre j'ai dit dans une librairie, donnez-moi un livre de droit pour les élèves de première année de droit. Quelqu'un vient d'arriver en première année, il ne connaît pas le droit, il a eu son bac, il veut apprendre le droit. Initiation, je cherchais souvent des livres où on a écrit introduction ou initiation à. Ce genre de livre-là, c'est des trucs qui t'introduisent dans une matière.
Et c'est souvent destiné aux novices, ceux qui n'y connaissent rien du tout, ou bien ceux qui viennent juste d'apprendre en première année. Donc, introduction au droit, introduction à la sociologie, introduction à l'archéologie. C'est le livre dans lequel on te dit, c'est quoi l'archéologie? Quels sont les principes de base? Comment ça fonctionne? Et donc, c'est comme ça. Donc, j'ai commencé à avoir un niveau de licence 3 dans un domaine dans lequel je ne travaillerai jamais. Je prends l'archéologie, j'ai probablement un niveau de licence 3 en archéologie, alors que je ne suis pas archéologue, parce que je lis. J'ai un niveau peut-être même de bac plus, j'ai même un niveau de master 1 même en sociologie. Hein. Et pourtant, la sociologie, bon, surtout en droit, n'en parlons plus. En matière de droit, j'ai lu tellement de livres en matière de droit, d'année en année, quand j'ai fini un livre de première année, de deuxième année, de troisième année, et des fois, je fais ça à chaque fois pour avoir des connaissances. Et donc, tu vas te retrouver à un niveau, tu as un niveau universitaire dans plein de domaines différents, comme ça. Donc, j'invite vraiment les jeunes à s'intéresser à ce genre de recherche aussi. Faites ça. Après, il y a plein d'autres choses que je ne peux pas vous dire. Mais si tu veux la liste maintenant des livres à lire, n'hésite pas à venir dans notre groupe Telegram. On peut te faire une liste de tous les livres que tu peux lire pour avoir une forme de synthèse des connaissances. Je suis déjà dans tous les groupes. Ah, ok, d'accord. Et du coup, ça te fait combien de livres à l'année, ça, que tu lis? 60, 40, 50? Aujourd'hui même, je lis toujours, mais je lis même un petit peu moins aujourd'hui qu'avant. Avant, je lisais tellement, beaucoup. Aujourd'hui, je lis un peu moins parce que j'ai maintenant beaucoup de sélection. Je suis devenu très sélectif en matière de livres. Je n'ai plus de temps à gaspiller sur des livres inutiles. C'est pourquoi, aujourd'hui, il y a des titres de livres quand je vois, même si c'est tout ce qui me reste comme argent, je dois acheter ça. Il y a des titres qui sont trop... Tu sens que c'est un titre, tu dois... C'est des livres basés que sur l'Afrique ou Non, pas uniquement sur l'Afrique. Hein. pas forcément? Non. C'est pas seulement sur l'Afrique. Hein. Pas seulement sur l'Afrique. C'est des livres sur plein d'autres domaines, en psychologie, plein de domaines, géopolitique et autres, plein de domaines. Mais je ne lis plus des livres... déjà, je lis plus de romans. Je lis principalement des types de livres qu'on appelle des essais, n'est-ce pas? Un essai, c'est un livre qui traite d'un sujet dans un domaine spécifique, n'est-ce pas? Qui analyse un truc c'est ce que je lis, des essais. Et même dans les livres d'histoire, je ne lis plus les livres d'histoire, mais je lis plus des livres de contre-histoire, ce qu'on appelle la contre-histoire, n'est-ce pas? En gros, des livres d'historiographie. Donc, je ne lis plus beaucoup les livres d'histoire, je lis plus les livres d'historiographie et de contre-histoire, c'est-à-dire des livres qui viennent te montrer qu'en fait, tel élément d'histoire qu'on a appris, c'est pas vraiment ça. Tu vois, des livres qui révèlent des détails d'histoire qu'on ne connaît pas ou qu'on a occulté ou qu'on a mal raconté. Donc, je lis plus des choses pour parfaire maintenant, pour corriger ce genre de trucs. Je lis aussi des livres avec des titres un petit peu sur des sujets un peu... comment je peux dire ça? Comment expliquer ça? Des titres de livres qu'on ne trouve pas forcément qui ne sont pas des têtes de gondole des librairies. Hein? Des livres un petit peu... Est-ce qu'il y a des livres qu'on peut trouver, par exemple, en audio, des choses comme ça? Oui, il y a des livres audio. Bon, moi, je préfère les livres papier, mais il y a aussi des gens qui ont des livres audio. Hein? Et je conseille à beaucoup de personnes les livres audio aussi. Vous pouvez écouter pendant que vous travaillez, pendant que vous faites... des recherches, enfin, pendant que vous êtes en train de faire l'amour aussi, hein, parce que voilà. On peut lire en faisant l'amour. Pendant que vous faites l'amour. Oui, vous faites ça l'amour. Ça m'étonnerait que ça soit possible, mais bon. Non, c'est possible, hein, ils font l'amour, mais ils sont en train de lire. La lecture. Ah oui, ils font l'amour et ils font la lecture d'un livre, automatiquement, ils se disent, ah ouais, mais ça passe mieux. On comprend certains trucs un peu mieux. Mais il y a des juifs, il y a des livres, par exemple, qu'on ne retrouve plus, qui sont très rares. Et c'est le type de livre là maintenant que je lis souvent, que je cherche, qui m'impressionne beaucoup. Bon, ils ont des titres, voilà. Hein, par exemple, rien que le titre du livre peut déjà te créer déjà des problèmes uniquement. Mais je cherche à avoir des connaissances un petit peu borderline, des trucs un peu
que tout le monde n'aime pas, aller au-delà comment dire, au-delà de tout ce qui est un peu trop mainstream, n'est-ce pas? Par exemple, il y a un livre qui s'intitule, bon, il y a des livres, par exemple, récemment, j'ai eu une série de livres, il y a un livre qui s'appelle Jewish Ritual Murder, A Historical Investigation, n'est-ce pas? Ceux qui connaissent l'anglais sauront les titres, je ne vais pas les dire en français, ça peut nous créer des problèmes, n'est-ce pas? Il y a un autre qui s'appelle A Memorandum on Ritual Murder, pour voir un peu comment les Blancs, n'est-ce pas, à l'époque, ont fait plein de crimes rituels, par exemple, à l'époque, ils ont réalisé, il y a beaucoup de choses très controversées. Il y a Jewish Ritual Murder, une anthologie, n'est-ce pas, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, le gars qui a écrit tout ça là. Hein, il y a aussi The Synagogue of Satan, n'est-ce pas, de Andrew Carrington, par exemple, Hitchcock. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a Blood Ritual de Philippe Devier. Donc, il y a plein de... Synagogue of Satan. Oui, mais c'est un truc là. Un peu Synagogue of Satan. Mais bon, c'est un peu... Moi, il faut, mais les livres comme ça, quand vous lisez ça, il faut avoir beaucoup de notes là, tu vois un peu, non? Il y a par exemple un livre qui s'appelle Jews Selling Black. Je ne sais pas si vous connaissez ça, n'est-ce pas? Jew and Negro Slavery in the Whole South. Tu vois le titre, ce que ça dit? En gros, ça dit, le titre c'est Jews Selling Blacks, c'est-à-dire les Juifs vendant les Noirs. N'est-ce pas? New experience, ça c'est slave, quelque chose comme slave sale advertising by American Jews. N'est-ce pas? Donc, comment les Juifs américains en gros vendaient des Noirs, ainsi de suite, des choses comme ça. Et c'est parmi des livres qu'on ne trouve presque dans aucune librairie. C'est très difficile à trouver, très rare, parce que il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'on sache ce genre de choses-là. Tu vois un petit peu. Donc, c'est des livres très difficiles à trouver. Et l'autre livre, c'est ce que je te disais, Jews and Negro Slaves de 1789 à 1865 de Bertrand Wallace Corn. Ça, c'est un autre livre. Voilà, c'est des sujets que j'ai du mal à traiter, par exemple, en vidéo, dans nos lives, parce que c'est trop difficile à traiter. C'est compliqué. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à écouter ce qui est là-bas. Tu as vite fait de te faire traiter d'antisémite, des choses comme ça. Donc, c'est ce que je te disais un peu en termes de contre-histoire. Aussi, il y a par exemple un livre dont je vais taire le nom, le titre, parce que bon, voilà. En gros, c'est un livre qui, comment dire ça de manière un peu détournée, c'est un livre qui t'explique que, en fait, il y a d'autres raisons pour lesquelles, attention, je ne dis pas que j'épouse l'idéologie en question, je dis simplement que je lis. C'est un livre, en gros, qui t'explique un peu que certaines personnes ont peut-être été un peu trop vite jugées, n'est-ce pas, dans l'histoire. Et on essaie d'expliquer quelles sont les raisons qui ont poussé certaines personnes à faire certaines choses très horribles dans l'histoire, mais on n'explique jamais qu'est-ce que certaines personnes, n'est-ce pas, ont fait. Ceux qui comprendront. On n'explique pas trop qu'est-ce que certaines personnes ont fait pour tellement détruire certaines nations ou certaines communautés pour que certaines personnes en arrivent à prendre certaines formes de décisions dramatiques. Et quand on essaie de voir un peu ce qu'il y avait avant, et quand on écoute dans ces livres-là, donc on retraduit certains discours de certaines personnes et on analyse leur discours avec certaines réalités historiques de l'époque, on se rend compte que c'est mieux de connaître que de ne pas connaître. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, hein, vous comprenez un peu? Oui. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas dit. On est trop passé vite sur certaines choses et on a trop peut-être diabolisé certaines choses avant de comprendre certaines formes de réalité. Donc, il y a des domaines comme ça, mais je sais que ceux qui comprennent ce que je veux dire. Donc, il y a beaucoup de domaines comme ça sur lesquels j'ai découvert depuis longtemps tellement de réalités transversales que c'est compliqué même d'en parler avec certaines personnes qui ne sont pas... On ne peut en parler qu'avec des gens sûrs. Ce genre de choses. Ok. Médisa, il reste Marie pour poser des questions. Est-ce que je prends plus personne? Bon, on va terminer avec Marie donc. On va terminer avec Marie. Marie. C'est un homme hein, qui fait des bêtises comme ça. C'est un homme, Marie, ma mère. Bonsoir.
Marie, ma mère. Marie, ma mère, Bonsoir, bonsoir. Je suis là, bonsoir. bonsoir. Ah, effectivement. Oui, Marie, ma mère, 3 questions. C'est pas un débat. Ce D'accord. n'est pas un débat du tout. Donc, vous avez 3 questions et après, vous vous mutez, vous écoutez. Ça vous va? Ça va. Merci. C'est correct. On y va pour votre première question. Ok. Je vais demander à Médusa, est-ce que un kémite croit en la magie, en la sorcellerie, au maraboutage, à l'envoûtement et tout ça? Est-ce qu'un kémite croit en tout ça? Le problème, c'est que quand tu dis maraboutage, le maraboutage, je ne sais pas ce que c'est. Marabout est un terme arabe, donc les kémites ne sont pas dans les histoires arabes. La sorcellerie, on ne sait pas trop ce que vous appelez par sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? Une sorcellerie, c'est un mot occidental qui désigne, je ne sais même pas quoi réellement. Les choses ont des termes chez nous. On dit le maraboutage, la sorcellerie, la magie. C'est 3 mots qui ne sont pas africains. Magie n'est pas un mot africain. Sorcellerie n'est pas un mot africain. Maraboutage, ce n'est pas un mot africain, c'est un mot arabe. Donc, les choses... Attends d'abord, je sais déjà ce que tu veux dire. Non, c'est la sorcellerie en Afrique, dans les villages africains, voilà. Je ne sais pas ce que je n'ai jamais vu de sorcellerie dans un village africain. Je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est que la sorcellerie. La sorcellerie, c'est simplement, c'est des gens qui traitent la tradition, la culture de sorcellerie. Par contre, quand Jeffrey Epstein, n'est-ce pas, abuser des enfants et pratiquer des rituels, ceux qui sont documentés dans les papiers de Epstein, ça c'est de la sorcellerie. Quand le Dieu de la Bible demande à Jephthé de sacrifier, quand Jephthé sacrifie son enfant à Dieu et que Dieu accepte le sacrifice de Jephthé, n'est-ce pas, et qu'il sacrifie son enfant et que le Dieu d'Israël reçoit le sacrifice, ça c'est un péché, par exemple. Ça c'est la vraie sorcellerie. Un Dieu qui demande à Abraham d'aller dire à son enfant, ça c'est de la sorcellerie, par exemple. Dieu qui demande dans le livre de Samuel d'aller enlever la vie et d'égorger tous les premiers-nés de chez les Moabites, n'est-ce pas? Ça, c'est de la sorcellerie, par exemple. Un Dieu qui autorise de violer les femmes dans Deutéronome, ça, c'est de la sorcellerie. Un Dieu qui dit que si une femme, vous la trouvez non vierge, n'est-ce pas, après l'avoir épousée, eh bien, il faut lui ôter la vie. Ça, c'est de la sorcellerie, par exemple. Un Dieu qui demande d'aller faire des braquages, d'aller piller dans le livre de Nombres, par exemple, et de venir partager avec lui. On peut passer sur l'envoûtement. Partager avec lui. Bah, et je te dis, la sorcellerie, c'est ça en réalité. C'est pas ça, c'est ce qu'on appelle, la sorcellerie. Un Dieu qui établit un plan, n'est-ce pas, dans lequel, et qui dit que tout se passe selon son plan, qui ensuite vient juger les gens pour avoir fait ce qu'il a prévu, qui devait être fait selon ce plan. Ça, c'est ce qu'on appelle de la sorcellerie, par exemple. En fait, des trucs de la sorcellerie, il y en a tellement. Un Dieu qui... Marie, vous pouvez vous muter le temps qu'il réponde? Ouais, à cause des cris du bébé, s'il vous plaît. Merci. Un Dieu qui fait pleuvoir, n'est-ce pas? Un Dieu qui fait tuer des premiers-nés de tout un pays, l'Égypte, simplement parce qu'il ne s'entendait pas avec Pharaon, alors qu'il ne s'entendait pas avec Pharaon parce que lui-même avait endurci le cœur de Pharaon. Il s'étonne que le cœur de Pharaon soit endurci après que lui-même l'ait endurci. Puis à cause de ça, il décide non pas de punir Pharaon, mais de tuer tous les premiers-nés des familles innocentes du pays. C'est la plus grosse forme de sorcellerie. Mais pour ça, ce n'est pas suffisamment de la sorcellerie. Un Dieu qui engrosse une petite fille qui avait entre 12 et 13 ans, parce que beaucoup de chrétiens oublient souvent que Marie avait entre 12 et 13 ans à l'époque où elle est tombée enceinte. Si je peux recadrer, ça va nous aider à aller un peu. Il ne faut pas recadrer. Tu recadres pas. Tu as posé la question. On a fait partir où je ne sais pas. C'est pour ça que je n'aime pas la pagaille. Tu as posé ta question. Attendez. Tu ne recadres rien du tout. Tu as posé la question. J'ai entendu ta question. Je donne ma réponse. Tu veux recadrer quoi? Ma réponse. Tu vas recadrer ma réponse. J'ai dit dans les villages. La sorcellerie n'existe pas dans les villages africains. Donne-moi une preuve. Est-ce que tu peux me citer une preuve, n'est-ce pas, de la présence de la sorcellerie? Un élément probant qui a été démontré que c'est de la sorcellerie. D'accord. Vous vivez où? Vous vivez en Occident, vous avez un pays en Afrique, vous venez d'un pays africain. Après, il ne va pas vous dire, vous prenez un exemple, parle pas. Moi, je vis en Europe. Je te demande de donner un exemple. Est-ce que le fait que je vive ailleurs ou que je vis sur Terre, ça annule l'effet de la soi-disant sorcellerie en question? D'accord. Prenez un exemple banal. Après, vous n'avez pas besoin de savoir où il vit pour pouvoir poser votre question. D'accord. Vous n'avez jamais... Prenez un exemple sur moi, si vous voulez, oui. D'accord. Vous n'avez jamais entendu parler dans votre vie de, comment on appelle, rituels en sorcellerie ou des rituels, comment on appelle, de sorcellerie dans les villages de votre vie, vous n'avez jamais entendu parler. Vous n'avez jamais vu cela sur les réseaux sociaux. Un rituel, c'est simplement
un élément, une pratique, une chose, peu importe, que l'on répète. La prière est un rituel. Les louanges, ce sont des rituels. Le fait de croiser les mains quand on prie, c'est un rituel également. Aller à l'église, c'est un rituel. C'est quelque chose que... Attends, je te cite ce que c'est qu'un rituel. Donc, dans la culture africaine, il y a aussi des choses comme ça que l'on fait à chaque fois. Un rituel, ce n'est pas quelque chose de mystérieux. Il y a des éléments comme ça. Maintenant, ce que vous appelez, je vais te dire ce que vous appelez, vous, sorcellerie. La sorcellerie, c'est simplement l'intelligence. La sorcellerie, ce que vous appelez sorcellerie, c'est simplement, oui, c'est simplement l'intelligence. Si vous coupez à chaque fois Marie, ma mère, mais on va pas comprendre ce qu'il essaie de vous expliquer. Vraiment. Bon, donc, par respect, vous allez muter votre micro et le laisser parler. C'est pesant quand on coupe à chaque fois une personne comme ça et tout, il perd le fil. Ah. Donc, mutez-vous, s'il vous plaît. La sorcellerie, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Quand quelqu'un a de la connaissance, il peut l'utiliser pour faire le bien comme pour faire quelque chose qui est jugé mal. La sorcellerie en elle-même n'a rien de mauvais. La science est une forme de sorcellerie. Avec la science, on peut créer des IRM pour détecter des maladies. On peut créer des appareils incroyables pour opérer. On peut créer l'Internet, on peut tout faire. Mais on peut aussi créer des bombes. C'est ça le savoir. La sorcellerie, c'est simplement le savoir. D'accord, s'il vous plaît. Donc, les Africains, attends. La sorcellerie, c'est simplement le savoir, c'est la connaissance. D'accord. Si quelqu'un maîtrise, par exemple, les plantes, connaît les principes actifs des plantes, c'est qu'il connaît des plantes qui peuvent guérir. Mais s'il connaît des plantes qui peuvent guérir, il sait ceux qui peuvent tuer également. Ceux qui sont des poisons. D'autant plus qu'on dit tout est poison, rien n'est poison, tout dépend de la dose. Donc, en réalité, c'est simplement la connaissance. Il y a en Afrique des personnes qui ont plein de connaissances qui sont dites ésotériques, c'est-à-dire que des connaissances peut-être qu'on ne connaît pas. Mais c'est simplement, c'est des connaissances qui sont factuelles comme ça. Mais c'est des éléments qui sont un peu cachés. Parce qu'il y a des connaissances qu'on ne donne pas à tout le monde. Hein, par exemple, comment fabriquer une bombe? Cette connaissance-là, on l'apprend. Mais ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. Si tu demandes à ChatGPT comment on fabrique un explosif, il va te dire non, il ne va pas répondre. Si tu écris sur Google, tu ne vas pas trouver les réponses rapidement. Parce que ceux qui ont fait ça essayent de restreindre la connaissance en question à un type de personne. On voudrait que la personne qui apprenne à le faire, que ça se fasse dans un cadre comme une université, ou après tu travailleras dans les laboratoires militaires ou scientifiques, là c'est bon. Mais si ça tombe sur les mains de n'importe quel imbécile, il peut réellement faire du mal avec ça. Pourtant, fabriquer une bombe, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. On peut faire une bombe, non pas pour aller péter les êtres humains, mais pour aller faire exploser des morceaux de roche, pour prendre le diamant qui est caché derrière, ou bien les mines, quoi, pour utiliser ça dans des mines. C'est des explosifs qu'on utilise. On peut utiliser ça dans plein de domaines. Donc, c'est... Ah! Non, mais quand j'ai la réponse maintenant, permettez-moi de rebondir. Si tu me coupes encore une seule fois, je ne réponds plus à aucune de tes questions. D'accord, allez-y, continuez. N'aime pas la douceur, Marie. C'est la pagaille, ça, je ne comprends pas. Tu poses des questions. Je ne sais pas dans quel sens il va. Donc, je vais poser des questions pour juste réorienter. Oui, mais en fait, quand vous avez ce que vous voulez, vous prenez un mot, vous dites, OK, c'est bon, je passe à autre chose. Non, c'est pas comme ça. Il y a aussi des personnes qui écoutent. Non, mais il dit des choses, je ne sais pas comment vous... Mais il dit des choses, si ça ne vous arrange pas, on peut vous faire descendre. Hein. Il y a 63 personnes qui veulent être à votre place là. Vous comprenez? Donc, si vous ne voulez pas le laisser parler, on va vous descendre gentiment. Je veux bien comprendre, c'est pour ça que je veux poser des questions. Je veux bien comprendre, en fait. Dans ce cas, laissez-le parler. Finis ton micro d'abord. Tu as posé une question, votre micro, c'est la dernière fois. Il faut arrêter la pagaille là. D'accord, je coupe mon micro. Qui continue? Merci. C'est comme ça, quand il pose des questions, il n'écoute pas. Je peux te garantir que tout ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant, il n'a pas écouté parce qu'il a passé son temps à me couper. Et après, il va me reposer les mêmes questions sur des choses que j'ai déjà expliquées, mais simplement en reformulant la question. Parce qu'il ne veut pas de ma réponse. En fait, c'est quelqu'un qui, quand tu te poses une question, il a déjà une réponse en tête. Vous voyez qu'il ne continue pas. Bon, on va continuer. Mais Marie, non, mais moi, ça ne marche pas comme ça souvent quand même. Fais-le descendre, s'il te plaît. Il ne veut pas écouter. Bon, on va passer à autre chose. On va conclure et puis on va partir. Bon. D'accord. Les amis, il ne veut pas la réponse. C'est les gens qui te posent une question, il ne veut pas réellement écouter ta réponse. Non, mais tout ce temps-là pour venir faire la pagaille. Oui, en fait, c'est quelqu'un, il ne te pose pas la question pour avoir ta réponse. Il te pose une question
il a une réponse en tête et il espère que tu puisses dire la réponse que lui a en tête pour ensuite te reposer une deuxième question pour te coincer. Donc, la première question est une question piège en réalité. Et comme tu ne tombes pas dans son piège, la personne te coupe, la personne t'interrompt, la personne veut que tu donnes la réponse auquel elle s'attendait. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, On ne compte plus personne, vous voulez conclure? oui, parce qu'il faut que j'aille ouvrir le live. Ouais, ok. Allez-y. Merci beaucoup, la famille. Allô, tu m'entends? Oui, j'entends très bien. Je vous laisse parler, c'est tout. Hein? Oui, donc je disais ceci. Merci beaucoup à toute la famille. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais monté en fait avec le compte principal plutôt qu'avec l'autre compte là en fait. Donc depuis là, je pensais que j'étais avec le deuxième compte parce que ça fait une éternité que je suis pas monté avec le compte principal. Et heureusement que les gens ont d'ailleurs sécurisé. Vraiment. Donc tout à l'heure là, je serai en live. Nous allons procéder à la lecture. Bon, avant de commencer la lecture, il faut d'abord aller chercher le soi-disant pasteur là, qui voulait régler les comptes avec moi. Celui qui était là en haut là. Puis, s'il n'est pas là, on va continuer. Donc, on va procéder à la lecture de cet excellent livre. Je vous invite tous à être présents parce que vous allez voir, ça va vous plaire. C'est très intéressant, c'est bien écrit. Et dans la lecture, je vais évidemment à chaque fois faire des parallèles avec d'autres éléments d'histoire. Et vous allez apprendre plein de trucs. Donc, on se retrouve tout de suite, la famille. Merci à tous. Merci. Merci, merci Médisa. Et à tout à l'heure sur votre live. Puis on aimerait bien que vous veniez souvent pour qu'on puisse vous poser des questions. Merci à tous ceux qui ont apporté des cadeaux. Merci à tous ceux qui ont papoté en même temps. Merci.